Je viens du même pays qu'eux autres, dans la forêt au nord de Montréal, en Abitibi. Toute ma vie, je les ai aperçus que de loin, sans m'approcher, sans qu'ils s'approchent de moi non plus. Deux mondes parallèles. C'est des Algonquins, des Anishinabés comme ils se nomment eux autres mêmes. À un moment donné, je me suis rendu compte que je connaissais rien d'eux. Qu'en fait, personne ne connaît rien d'eux. Et comme ça que la légende, c'est que quand tu vois là, c'est nous autres, les Anishinabés, la femelle, la mâle, et puis les petits. Les Indiens couraient après pour aller à la chasse. C'est comme ça que la femelle a chanté pour ses petits pour le faire sauver. Alors, c'est la légende de l'Orinette, c'est la chanson. C'est comme ça. Leur territoire, c'est tout le nord de Montréal, d'Ottawa, le long de la grande rivière des Outaouais qui sépare le Québec de l'Ontario. Une géographie déboussolante, des milliers de lacs et de rivières, souvent interconnectés, parsemés de rapides, beaucoup de portages à faire. Des forêts encombrées, enneigées, difficiles à marcher, le royaume des mouches noires, bien protégé des envahisseurs. Ils vivaient en clans répartis sur le territoire de façon à ce que chacun de ces clans-là puisse disposer de 25 km² à peu près par individu. C'est ce que ça prenait pour vêtir, loger, nourrir chaque personne. Leur territoire, c'est l'hiver. Leur cauchemar, c'est l'hiver dans l'hiver. Janvier, février, quand la température se maintient à moins 30 degrés pendant une dizaine de jours. Dans les tanières d'animaux, c'est l'hécatombe. La mort rôde alors autour des campements humains. L'enjeu vital est de maintenir les forces des chasseurs. Ils devront avoir reconnu depuis longtemps l'emplacement exact des gros gibiers, seule source de nourriture capable de nourrir le clan pour quelques semaines. Puis, traquer la bête, souvent dans la neige épaisse. Une chose dont on est sûr, c'est que 200-300 ans avant l'arrivée des Européens, la répartition des grands peuples amérindiens sur le territoire était établie à peu près comme elle l'est aujourd'hui. C'est-à-dire au nord, les Inuits, plus au sud, à hauteur de la baie James, dans les grands peuplements d'épinettes noires, c'était les Cris, et en forêt boréale, les Algonquins, et leurs frères Atikamekw et Montagnais à l'est, et les Ojibwés à l'ouest. Puis finalement, les Iroquois et les Hurons qui avaient réussi à prendre le contrôle des Grands Lacs. Au sud du fleuve Saint-Laurent, les Iroquois commerçaient avec les Anglais de New York, tandis que les Algonquins et les autres, au nord du fleuve, faisaient affaire, eux, avec les Français. Entre ces deux grands clans, la guerre totale pour le contrôle du commerce de la fourrure, une guerre de 100 ans. Mais les Anglais débarquaient en bien plus grand nombre sur la côte atlantique. À un moment donné, ils se sont retrouvés 15 fois plus nombreux que les Français en Amérique. La chute de Québec ne devenait plus qu'une question de temps. En 1760, c'était fait.
Le roi d'Angleterre, victorieux, demande au Board of Trade de Londres, la chambre de commerce de l'époque, de lui soumettre un plan d'occupation de son nouveau territoire en Amérique. Le Board of Trade propose d'ajouter à la série de colonies anglaises déjà installées sur la côte atlantique, d'ajouter une nouvelle colonie dans la vallée du Saint-Laurent, la Colony of Québec. Il propose aussi de fermer l'arrière-pays au bénéfice des compagnies de fourrure d'Angleterre. On baptiserait ce territoire-là Indian Territory. Il serait directement géré à partir de Londres, même qu'aucun Blanc ne pourra y aller sans permission expresse des autorités. Le roi accepte et ça a donné ce qu'on appelle la proclamation royale de 1763. Les Indiens étaient contents. Ça leur garantissait une emprise sur leurs terres, une sorte d'autonomie politique. D'ailleurs, les Indiens n'ont jamais oublié cette proclamation-là. Ils se demandent, encore, comment il se fait que le concept de Colony of Québec est devenu une réalité et non pas l'Indian Territory. Et encore aujourd'hui, la Cour suprême du Canada leur accorde raison à ce sujet. Mais ça n'a pas été long que les Indiens se sont rendus compte que ce n'était pas tant eux que la proclamation voulait protéger, mais les castors. Rapidement, le pays s'est peuplé d'Européens. L'exploitation des forêts a commencé, les colons débordaient des rives du Saint-Laurent, ce qui a fait que les Indiens ont été refoulés de plus en plus à l'intérieur de leur territoire. En 1800, les derniers Algonquins quittaient le village des Deux-Montagnes en face de Montréal pour se retirer vers le nord, vers le parc La Vérendrye. En fait, on n'avait plus besoin de l'Indien, mais de son territoire, même qui devenait encombrant. Une cinquantaine d'années plus tard, en 1850, les autorités décidaient de sortir les Indiens du bois et de les concentrer. L'Indian Territory allait finalement se résumer à des camps de réfugiés. Les Algonquins se font indiquer 2 territoires où est-ce qu'on leur établirait des réserves. L'une à Maniwaki, au sud du parc La Vérendrye, et l'autre au Grand Lac Témiscamingue. Une bande de nouveaux missionnaires venus de Marseille, les Oblats, transportés et logés par la compagnie de fourrure anglaise, la Hudson Bay Company, se portent volontaires pour faciliter leur soumission. La technique est simple, éprouvée et foudroyante. Leur inculquer la peur de l'enfer, concept inexistant dans la cosmologie amérindienne. Ce sont eux, les Algonquins Témiscamingue, sortis du bois après des milliers d'années, pour la photo. Ils se sont rendus à une force supérieure, certainement inquiets de leur destin. Ils ne savent probablement pas qu'ils vivent maintenant dans un nouveau pays qui s'appelle le Canada, que leur territoire appartient à la province de Québec et qu'eux appartiennent personnellement au gouvernement fédéral. Ils ne savent probablement pas ce qu'est un droit et encore moins qu'ils n'en ont pas. Parce qu'une loi vient d'être votée, la loi sur les sauvages, en 1875, qui les rend inférieurs aux Blancs. Cette loi confirme leur incapacité légale. Ils seront considérés comme des mineurs, des enfants, qu'on pourra déposséder comme on veut, quand on veut.